première modélisation qui est viable, puisqu'en fait, elle a été d'une part définie en co-construction et puis qu'elle a été testée. Testée, elle a été mise à l'épreuve. Donc ça, c'est intéressant, cette dernière mention de la mise à l'épreuve. Mais cette première modélisation qu'on obtient après tout ce processus que vous a décrit Loïc, évidemment, il est l'aboutissement d'une réflexion ça peut se faire de façon en mode sprint si jamais on souhaite booster une réflexion, mais ça peut se faire, et c'est préférable, ça peut se faire sur un temps plus long, et si possible aussi, puisque ça c'est une grande constante de tous les projets en co-construction qui intègrent les usagers, puisque cette dimension est importante, il faut que ce soit itératif, il faut que ça se répète dans le temps, et qu'il ne faut jamais cesser de questionner ces organisations spatiales, puisque les organisations spatiales correspondent, c'est ce que je vous ai mis au tout début du chat, à des besoins d'usage. La question centrale, c'est pas quel mobilier on va acheter, c'est on a un lieu, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire avec nos usagers, et comment on va pouvoir imaginer une organisation spatiale qui rende compte des usages. Voilà, je ne sais pas si ça complète bien ce que tu as dit, Loïc, si tu as un commentaire à faire par rapport à ce que je viens de dire. Non, c'est tout à fait ça, oui. Voilà. Donc, moi, je vais vous partager mon petit document qui arrive. Alors, tout ça, c'est bien beau. Mais comment on peut se diriger vers la co-construction, et comment on fait pour faire émerger des idées, alors en particulier lors d'un atelier qui est dévolu Archilab, mais pour à toute autre échelle, pour n'importe quel type de projet qu'on souhaite mener avec des usagers. Alors, moi, je vous propose un petit temps, et je suis d'avance désolé pour... alors, d'une part, ça va être assez lapidaire, donc ça risque d'être frustrant et de ne pas proposer assez ça ne va pas aller dans le détail. Et puis, d'un côté, mais de l'autre, je suis désolé si j'enfonce des portes ouvertes pour un certain nombre d'entre vous, et si ces questions vous sont déjà familières. Donc, je vais découper ma petite intervention en 4 temps. Tout d'abord, vous resituez les approches que nous on promeut par rapport à, en gros, ce qui a été piqué aux designers et au design d'objets et de services, et qui est devenu connu sous l'appellation design thinking, si ça parle à quelques-uns d'entre vous. Je vais vous proposer quelques petites techniques de créativité pour animer un atelier comme ça de co-conception, co-construction. Je vais faire une mention spéciale aux outils Fute. Je vous mettrai la référence et le site sur lequel il faut aller dans le chat dans un instant. Puisque ça peut être utile aussi à l'animation d'un travail collectif. Et enfin, je vous proposerai quelques ressources canopées qui ont été conçues pour le monde de l'enseignement à l'origine, mais ce souci de l'organisation des espaces et du lien entre, en gros, le projet qu'on a, les activités qu'on veut mener, la dimension pédagogique ou autre, et les espaces, tout ça, c'est une préoccupation qui est partagée par tous. Donc, la pensée design, donc design thinking en anglais, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait son intérêt et ce qui fait qu'on l'aime beaucoup chez Canopé, c'est que ça centre tout de suite notre propos sur les besoins de l'usager final. Ça, c'est fondamental. Et quand on veut mener un projet
qui a trait à l'aménagement de ces locaux, puisqu'on a des usagers, il faut absolument les impliquer dans la totalité du processus. Je sais que ça peut être compliqué, mais pour vous donner un exemple, il y a quelques années, à la direction territoriale de Canopée Centre Val-de-Loire, on a mené un projet avec la région qui s'appelait Lycée du futur. Et dans tous ces ateliers de co-conception, on a construit des scénarios d'usage des lycées du futur dans la perspective de construction d'établissements. Il y avait des professionnels du bâtiment et de la conception, mais il y avait aussi des chefs d'établissement, des élèves, des parents, des agents de service, des personnels des collectivités et puis, enfin, je crois que j'ai dit des élèves déjà, mais enfin, il y avait tout le monde. Et donc ça, c'est très important quand que vous avez cette dimension spatiale là, c'était un peu frustrant parce que nous, on aurait aimé vous accueillir en présentiel pour vous présenter le jeu et vous le faire manipuler. Mais c'est très important d'avoir se retrouver autour de cette table ou de ce lieu et de pouvoir le construire ou le co-concevoir en croisant les perspectives. Ça, c'est très intéressant. Et aussi, la deuxième idée, c'est le prototypage rapide. Il y a plusieurs petits gimmicks, là, plusieurs petits slogans qui sont liés aux approches design. Et parmi ceux-ci, il y a, en gros, il faut essayer vite pour rater vite, pour recommencer vite. C'est-à-dire que il faut vite mettre ses idées à l'épreuve pour voir si elles tiennent la route. Puisque c'est ce que je vous disais par rapport à Archilab, la modélisation obtenue, il faut qu'elle soit viable. Donc, comment on teste la viabilité la viabilité d'un... Je ne sais pas pourquoi ma caméra s'est éteinte d'ailleurs. Enfin, c'est pas grave. La viabilité d'un projet, il faut vraiment le tester. Donc, l'idée, c'est que ça se passe en plusieurs phases. Il faut d'abord, il y a une phase de réflexion qu'on appelle aussi une phase d'empathie avec le problème qu'on se pose. Et il faut y réfléchir, il faut définir une problématique. Et cette problématique, elle doit être partagée, et elle doit être obtenue en co-construction avec l'usager final. Ensuite, il y a une phase qu'on appelle la phase d'idéation. Ça, c'est un bien grand mot, mais en gros, ça veut dire ça se développe en deux phases. Il y a ce qu'on appelle une phase de divergence et ce qu'on appelle une phase de convergence. En gros, la phase de divergence, c'est on lâche les chiens, on dit n'importe quoi. Surtout, plus c'est exubérant et délirant, mieux c'est à la limite, puisque on laisse parler son imagination. Et dans la phase suivante, qui est la phase de convergence, on va sélectionner et on va essayer de voir, on va essayer de revenir un petit peu à la réalité et de voir parmi toutes les idées qu'on a obtenues, lesquelles peuvent être effectivement développées et lesquelles sont cohérentes. Donc très vite après, on crée un prototype. Donc là, par rapport à Archilab, dès lors qu'on a notre petit prototype sur table, l'idée, c'est très vite le tester dans la réalité. Et puis, une fois qu'on a testé tout ça, on opère un retour sur expérience, on débriefe et puis on apprend. On se plante et on recommence. C'est ce que j'ai mis tout en bas de la diapo. Puisque c'est un processus. Alors là, ça ne rend pas compte du processus, mais ça se veut itératif. Et c'est ce qui apparaît dans la diapo suivante, si ça veut bien. Alors là, je vais vous mettre un lien dans le chat, si ça veut bien. Alors, je vous ai mis plusieurs références. Notamment, je vais vous mettre celui-là dans le chat parce que c'est le truc le plus facile à aller voir et à comprendre pour nous. Allez hop, c'est parti. Paf. C'est ce qui concerne la D-School. La D-School, c'est une école de design thinking qui est à Paris, à la Marne-la-Vallée en l'occurrence,
et qui propose des événements et des formations en lien avec la pensée design. Et donc, moi, si j'avais quelques milliers d'euros à dépenser comme ça, ben, franchement, je me paierais une formation à cette école qui est assez exceptionnelle. Et puis, je vous ai aussi trouvé une autre référence que vous pourrez consulter par ailleurs. C'est ce qui a donné le petit macaron sur la droite qui reprend de façon circulaire, puisque je vous disais que c'était un cercle vertueux et qui se basait sur l'itération. Donc il y a la phase d'empathie de définition à travers laquelle il faut prendre en main et conceptualiser sur le problème qu'on se pose. Il y a toute la phase de génération d'idées et le prototypage, et enfin le test. Alors, ce qui est en anglais est dit implement, ça veut dire mettre en œuvre, hein, ça veut dire réaliser. Et après, ben, on recommence. Voilà, on recommence. Et ce petit diagramme sur la gauche que j'ai trouvé pour une fois en français, donc j'étais content. C'est ce qu'on appelle le diagramme en double diamant. Ça, c'est une représentation très classique des phases dont je vous parlais précédemment. Il y a d'une part les phases de divergence et les phases de convergence. Donc là, j'en reste là parce que je ne souhaite pas vous assommer davantage. Mais tout ça, il y a une abondante littérature en ligne sur le processus design. Alors, les designers n'aiment pas trop hein, c'est comme si on était en exercice illégal de la médecine quelque part. Hein. On utilise des idées issues du monde du design, mais on ne prétend pas être des designers. Ce qu'on fait, c'est que ces principes et cette façon de voir le travail en collectif, eh ben, on le détourne tout simplement pour nos propres fins. Et nos fins, c'est essayer de répondre collectivement en mobilisant l'intelligence collective à des défis qu'on se donne et à des besoins qu'on a. Alors, et c'est pour revenir aussi la photo, moi je l'aime bien parce qu'en fait, ces messieurs et dames en costume et en tailleur, en fait, ce sont des corps d'inspection de l'éducation nationale, donc c'est-à-dire des gens qui ne sont pas réputés pour leur folie créative. Et donc là, ben, on les voit faire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire mumuse, hein, de prototyper quelque chose. Alors, je ne me rappelle plus trop quel était l'objet. Mais l'idée, c'est si on n'a pas, je vous ai mis ça parce que ça me paraît important, si on n'a pas la boîte Archilab à disposition, eh ben, on peut tout à fait, avec des bouts de carton, des bouteilles en plastique, bon, même s'il faut éviter de plus en plus ces choses dans nos environnements. Il y a de quoi, des ficelles, enfin tout ça. Et alors, moi, ce que j'ai fait aussi régulièrement, c'est que je suis allé à la recherche dans tous les placards chez moi et autour bah, de Playmobil et de trucs de ce genre. Et puis, on peut scénariser des lieux et, développer des activités créatives avec des bouts de ficelle. Hein. On n'a pas besoin d'avoir... enfin, c'est bien d'avoir Archiclass parce que c'est tout un dispositif, comment dire, qui a été très bien pensé. Mais si on veut le faire de façon tout à fait frugale, hein, des bouts de ficelle et des cartons et des ciseaux, du scotch et des couleurs, ça fait très bien l'affaire. Alors, une des premières choses à laquelle il faut résister, et c'est pour ça aussi que je vous ai mis en bas ce petit lien sur comment se débarrasser d'une croyance limitante, c'est que on pense souvent que la créativité, c'est une affaire de spécialistes. Et en fait, c'est faux. Hein, et c'est d'autant plus faux qu'on aborde ces choses-là de façon collective. Il y a quelques principes à retenir, c'est que il faut se mettre dans l'activité, mais il faut pas penser qu'on est l'activité. Il faut aussi refuser l'idée que créer, c'est l'apanage des spécialistes, puisque, comme je vous disais, quand on est dans un cadre bienveillant et comment dire, propice, donc avec, dans le cadre d'une animation, eh ben,
on est tout à fait, et donc dans un cadre, que je dis sortir du cadre en le définissant, c'est-à-dire que dans une organisation qui est d'un point de vue tempo, qui est très très scandé, euh, euh, mais dans ce contexte-là, on n'a aucun sentiment d'imposture à développer. Et puis de toute façon, le travail commun permet de remédier à cette première sensation. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il y a tout un tas de petites activités concrètes pour aborder une technique de créativité. Ben, je vous ai mis un exemple qui n'a absolument rien à voir ni avec, qui n'a rien à voir avec ni les bibliothèques ni la pédagogie, même si c'est lié puisque c'était une thématique qui a été développée dans un atelier avec le conseil départemental du Cher, où la collectivité se posait la question de ben, nous, avec nos agents des collèges, on a toujours ce problème. Ils sont avec nous au conseil départemental ou ils sont au collège. On ne sait jamais. Il y a un problème de loyauté, de légitimité et d'identité. Donc, la problématique était celle de la clarification et la fluidification de la relation. Et donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est une activité qui consiste à inverser sa problématique et à réfléchir par l'absurde. Et ça a donné des choses assez marrantes que je vous ai mises là de façon... bon, c'était des notes qui ont été prises. En gros, en retournant la problématique, c'est comment on pourrait faire en sorte que ça soit le pire possible. Donc là, il avait été dans le groupe dont j'ai pris des notes. Il s'agissait d'imaginer la posture du chef d'établissement. Et donc là, on imaginait que pour empirer les choses, en gros, le chef d'établissement, c'était le roi dans son établissement et que, en gros, tout le monde était à sa botte, que les agents n'avaient pas aucun espace professionnel pour eux-mêmes. Enfin, bon, voilà, tout ce que vous voyez là-dessus. Et l'idée, c'est que donc, on opère, une fois qu'on a réfléchi par l'absurde, on renverse à nouveau la proposition et on y voit beaucoup plus clair dans la définition de sa problématique. Donc ça, c'est une activité assez sympa. Mais bon, il ne faut pas s'en tenir à ce qui est absurde, hein. L'idée, c'est d'arriver à quelque chose à la construction d'une problématique réelle derrière. Mais ça permet de lancer, de générer ou de débloquer des idées. Je vous propose autre chose, c'est ce qu'on appelle les 9 cases. Alors là, il faut plusieurs, donc il faut créer un document comme celui que vous voyez à droite. L'idée, c'est faire rapidement émerger des idées et en même temps les multiplier. Donc l'idée, grosso modo, c'est qu'on donne aux participants plusieurs feuilles avec une proposition, une question au milieu, et puis on donne 2 minutes ou 3, enfin ça dépend, à chaque personne pour répondre. Le 1, il va répondre, enfin la première personne va répondre dans la case 2, et puis au bout de 2 minutes, on change, et à chaque fois on récupère une nouvelle feuille. Et la dernière personne qui va récupérer la feuille, elle aura la tâche de faire la synthèse. Et une fois qu'on a fait la synthèse de chacune des questions, on a finalement généré énormément d'idées en très peu de temps. Donc ça, c'est une activité qui peut être sympa. Alors là, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais c'est le fameux brainstorming classique avec des post-it. Mais l'idée, c'est donc phase de divergence, convergence. Là, c'est typiquement l'illustration de ce que je vous disais précédemment. Donc, dans un premier temps, on balance toutes les idées. Ensuite, on les trie. Et enfin, on vote. Et donc, les gommettes, c'est la sélection, c'est la phase de convergence. Moi, je ne développe pas plus, hein. Je pense que la plupart d'entre vous sont familiers avec comment dire, cette façon de faire. Mais ça, c'est très, très efficace. Mais il ne faut pas oublier, une fois qu'on a eu une première phase de manipulation d'idées, et donc le secret, hein, c'est on dit une idée par post-it, un mot ou deux, pas plus. Là, limite, là, sur ce que je vois, il y en a presque trop par endroit.
Et donc, on lance autant d'idées que possible, on les met au tableau, après on les sélectionne, on les catégorise et on vote. Et le vote, là, ça permet très très rapidement d'arriver à un consensus par rapport à une idée partagée. Et je vous propose, il me semble que c'est la dernière, une autre activité qui est le tableau EOF, donc c'est efficacité, originalité, faisabilité. Là, ça permet aussi, une fois qu'on a généré des idées, de les mettre noir sur blanc sous forme d'un tableau et de questionner à la fois l'efficacité, l'originalité et la faisabilité. Et ça permet de très très rapidement de sélectionner, de sélectionner des idées. Donc à dessein, je vous ai proposé des activités qui correspondent à ce qu'on appelle des techniques courtes. C'est quand on est en atelier créatif ou quand on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à cette partie-là qui est fondamentale, mais qui nécessite d'être très rythmée. Mais on peut, au sein d'une même activité, proposer plusieurs de ces petites techniques que je vous ai présentées. Ce que je voulais faire aussi, c'était vous parler de ce qu'on appelle FUTE. Donc, c'est un programme qui a été financé par l'Europe et dans lequel Réseau Canopé, à travers nos collègues de l'atelier de Saint-Étienne, qui sont adossés à la Cité du Design à Saint-Étienne, ont développé et auquel ils ont participé. Donc, je vous ai mis à l'instant la référence dans le chat. C'est un projet européen qui se centre qui est centré sur l'enseignement. Mais encore une fois, on peut tout à fait détourner le propos, puisque finalement, il s'agit, c'est une aide à la pédagogie par projet, en gros. Hein. C'est tout un tas de cartes. Et si vous allez, alors c'est en anglais hein, pour la plupart, mais si vous descendez sur la page d'accueil du site de FUTE, vous pouvez télécharger. Alors vous avez une petite vision des cartes telles qu'elles se présentent là sur la diapo en bas à droite. Vous pouvez tout télécharger, c'est gratuit. Ça c'est vraiment intéressant. Et vous avez tout un tas d'activités pour justement la phase de réflexion, pour la phase d'enquête, la phase d'idéation, la phase de prototypage, la phase de présentation aussi, puisque ce qui est très important dans tous ces projets, et ça Loïc ne l'a pas dit, mais c'est bien, c'est que par rapport à des ateliers Archilab, on peut tout à fait en avoir plusieurs de front, et ça permet de multiplier les possibilités, et on peut, in fine, demander à chaque groupe de présenter son projet, de le pitcher, comme on dit, et ça permet aussi d'augmenter la possibilité d'avoir des solutions intéressantes à tester. Donc moi, je ne saurais que trop vous recommander, même si c'est à la base conçu pour l'enseignement, d'aller récupérer ces documents, d'une part parce qu'ils sont gratuits, d'autre part parce que c'est en gros des techniques d'animation et que ces techniques d'animation sont transversales. Et de toute façon, le secteur enseignant et le secteur de la lecture, que ce soit universitaire, public, on a un certain nombre de problématiques en commun. Et comme je vous disais précédemment, le lien entre le projet et l'aménagement est très, très important. Je voulais aussi vous présenter quelques petites ressources. Alors, on va pas les détailler outre mesure, mais 3 livres qui peuvent être éclairants. Celui qui est tout à droite, Innover dans l'école par le design, ça, moi, je vous le conseille vraiment parce que ça permet... il y a tout un tas de comptes rendus. C'est un ouvrage assez conséquent. Hein, qui mêle les comptes rendus de projet avec des parties un peu plus conceptuelles et techniques. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai commencé par là. Hein, je dois vous le dire, quand je suis arrivé chez Canopé, c'est le premier que j'ai pris en main. Tout à gauche,
remodeler sa salle de classe et sa pédagogie. Ça encore une fois, c'est lié à la salle de classe, mais vous voyez, ce que j'aime bien sur la photo, c'est que finalement, on a un espace qui est repensé en fonction de différents usages et de différents moments. Il y a des moments pour réfléchir, des moments pour créer, il y a des moments pour présenter. Et donc, le lieu, là, tel qu'on le voit sur ces petites photos, il est adapté à cette variété d'usages. Et ça rejoint tout ce que vous disiez, Loïc, précédemment. Et il y a une partie qui, pour votre culture, peut être intéressante, c'est ça passe en revue l'histoire de l'éducation et de la forme scolaire. Alors ça, c'est assez marrant, hein, puisque ça part du lien entre les classes en autobus, c'est hérité de l'éducation jésuite, etc. Bon, bah, il y a toutes ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, lui, il prône ce qu'on appelle les classes mutuelles. Bon, ça, si vous allez voir ce livre-là, vous verrez ce que c'est. Mais surtout, en fait, il y a plein de fiches pratiques, un peu comme dans les cartes Fiut, pour mener des activités collaboratives et créatives. Donc là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil que Fiut. C'est des techniques d'animation qui permettent la collaboration. Donc moi, je ne saurais que trop vous inciter à aller du côté de ce livre. Et le dernier que je voulais vous présenter, c'est celui qui est le plus proche de notre propos d'aujourd'hui, puisque le CDI, hein, c'est le lieu qui est le lieu de la documentation dans les établissements scolaires, et donc c'est celui qui se rapproche le plus de vos espaces à vous. Et là, c'est un ouvrage entier qui est consacré à la manière dont on peut repenser des espaces documentaires en lien avec les usages, et notamment du numérique, et qui aussi contient un certain nombre de comptes rendus d'expériences. Voilà, je crois que j'ai terminé. Désolé, hein, j'ai été très vite et en même temps, je vous ai bombardé d'infos. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner ce document à Loïc sous la forme d'un PDF. Je vous mets mon mail si jamais vous avez des questions ou des besoins de précision. N'hésitez pas à vous retourner vers vos ateliers Canopé, puisque tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment partagé par le réseau dans son ensemble. Et puis, l'intérêt de ces techniques, c'est ce que je vous mets là sur le titre de cette diapo, c'est que en plus du reste, on s'éclate en monopolisant ces petites techniques de créativité, cette approche en lien avec le fait de repenser les espaces avec les usagers. Voilà, Loïc, à toi. Ben, merci Christophe.